Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et vous rappelle que 6 épisodes du podcast sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Objectum Commissaire-Priseur et sur Spotify. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 7e épisode, à l'approche de la clôture de la saison 1 du podcast. Je suis Héloïse, commissaire-priseur, et je vous propose un voyage à travers le monde de l'inerte. Les objets, au-delà de l'utilisation que l'on en fait, sont porteurs de sens. Ils s'invitent dans nos vies et dans nos habitudes, mais sont les grands oubliés de l'histoire avec un grand H. Je vous invite à plonger dans cette petite histoire, celle du quotidien, des mœurs, celle de l'évolution du confort domestique. On présente souvent dans la presse les ventes aux enchères sous l'angle des records. Bien loin de cette image, les marteaux dispersent au quotidien tous ces objets qui portent en eux une trace indélébile de l'évolution humaine. Objets domestiques, objets insolites, objets souvenirs, ces derniers sont pourtant les vedettes des inventaires, témoins vivants des modes, des mœurs et du quotidien de nos ancêtres. Les objets sont bavards, et je vous invite à rester écouter ce qu'ils ont à nous dire. Dans le 6e épisode, je vais vous parler du carré Hermès. Entré dans notre culture comme cadeau marquant, offert aux anniversaires importants et grandes occasions, il témoigne du prestige qui entoure certains objets. Au même titre que le carré, la collection de la Pléiade de Gallimard s'est également imposée comme objet de cadeau personnalisé. Présentés dans leur petit coffret avec le très fin papier Bible et leur caractère Garamond, ces livres s'invitent dans nos bibliothèques, renfermant souvent une volonté de gâter en une occasion précise. Je vous invite donc à plonger dans les coulisses de fabrication de ces livres et d'en explorer la cote, raisonnable, aux enchères. La volonté de relire des grands classiques ou simplement de les avoir dans nos bibliothèques nous invite parfois à les dénicher dans de belles éditions, vouées à rester et à se transmettre. Pensée comme l'une des premières collections de poche, la Pléiade avait pour vocation de produire des livres faciles à transporter. L'intérêt étant aussi, grâce à la finesse du papier, de renfermer toutes les œuvres d'un même auteur dans un seul ouvrage, et ce, en parcourant la littérature à travers le monde entier, en proposant des auteurs et penseurs français et internationaux de plus d'une trentaine de pays différents. Née en 1931 de la volonté de Jacques Chiffrin au sein de ses éditions La Pléiade, la collection est rachetée par Gallimard en juillet 1933 pour y être intégrée, et ce dans un format dont la maquette n'a pas bougé. Le nom, inspiré directement du groupe de poètes humanistes du XVIe siècle, est conservé. Cette intégration se fait sous l'impulsion d'André Gide, écrivain et co-créateur de la Nouvelle Revue Française, qui a convaincu Gaston Gallimard du rachat. N'occultons pas une période sombre de l'histoire de cette collection. Sous l'occupation, en application des lois dites sur le statut des Juifs du régime de Vichy, Jacques Chiffrin est évincé de son rôle de directeur de la collection, décision qui indignera André Gide. Dès ses débuts, la collection compte parmi ses premières parutions Baudelaire, Molière, Jean de La Fontaine, Voltaire ou encore Edgar Allan Poe. L'exploration du processus de fabrication de ces éditions nous conduit à la papeterie du Léman. Cette papeterie est située, à un endroit qui porte bien son nom, à Publier, à 3 km d'Évian, en Haute-Savoie. C'est ici que naît l'essence même des éditions de la Pléiade, avec le papier Bible. Plus précisément, appelé le Bible 36 teinte chamois, ce papier ultra fin 36 grammes fait la renommée de la collection. Il sort d'une machine de 80 mètres de long comportant 3 étages. Un processus de fabrication scruté à chaque étape, à commencer par le contrôle de l'épaire et sa qualité. Une fois le papier produit et vérifié, direction la Normandie, terre natale du César, comme vous avez pu l'entendre dans l'épisode 5. C'est en Normandie, chez Normandie Roto Impression, que tout se passe. S'y effectue d'abord un contrôle dit de pré-presse, notamment pour vérifier l'ordre des pages et leur agencement recto-verso. L'impression se fait par grandes plaques, recto-verso comportant plusieurs pages. Et en une seule rotation du groupe d'impression, 96 pages sont produites. Après la sortie du groupe d'impression, les pages sont séchées à 70 degrés avant d'être pliées. Les pages ressortent assemblées sous forme de petits cahiers, et c'est ensuite le relieur qui sera en charge d'assembler tous les cahiers d'un même ouvrage. À Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, ces cahiers sont réceptionnés par les ateliers Babouot et assemblés en blocs, puis reliés par le fil de couture en coton. Mais ce n'est pas fini, reste la couverture rigide en cuir et sa fameuse dorure au fer, frappée à chaud à la feuille d'or 23 carats. Avec plus de 200 000 exemplaires par an, ce sont 46 kilos d'or qui sont consommés par Gallimard annuellement. La dorure, pour être uniforme,
suppose que le grain de la couverture était aplani afin de renfermer les blocs. Et si la production est 100% française, le cuir utilisé est un cuir de mouton venu de Nouvelle-Zélande, tanné et teinté en France. Pour parfaire le tout, la jaquette plastique en rhodoïde enveloppe le volume qui est glissé dans son étui en carton blanc. Vous le voyez à travers toutes ces étapes, le processus est artisanal et hautement technique. Ce sont 3 semaines requises afin de produire un seul volume. Quant aux auteurs qui bénéficient de cette prestigieuse édition, ils sont nombreux, de toutes les époques et toutes les nationalités. Pour établir un parallèle avec l'épisode spécial dédié au César, on pourrait dire qu'à l'instar de ce fameux trophée, figurer parmi la Pléiade est également une consécration pour l'autrice ou l'auteur. Parmi les derniers en date, John Steinbeck en 2023, qui rejoint la collection 60 ans après son prix Nobel. Rassemblant un véritable panthéon littéraire, cette collection intègre parfois des auteurs de leur vivant. C'est le cas par exemple d'André Gide en 1939. En 2022, la collection regroupe 250 auteurs et plus de 982 ouvrages. Force est de constater néanmoins la faible présence d'autrices. Elles ne font leur entrée dans la collection qu'à la fin des années 50, avec les écrits de Madame de Sévigné, de George Sand, ou encore Colette et Marguerite Yourcenar. Avez-vous déjà des volumes chez vous ? Je vais vous donner quelques idées de valeur en salle des ventes. Et pour revenir sur des ventes passées, je vais vous parler d'expérience. Il m'est arrivé 2 fois d'acheter des volumes de la Pléiade au sein de ventes courantes. À Noël, où nous avons pour coutume de mettre la seconde main au pied du sapin, j'aime acheter des lots de 2 ou 3 volumes pour les offrir en famille en fonction des goûts littéraires de chacune et chacun. Un lot de 2 Pléiades, l'une de l'œuvre de Marguerite Yourcenar et l'autre de Colette, m'avait été adjugé pour 30 €. J'étais d'autant plus contente de cet achat que les femmes autrices semblent plus rares dans cette collection. J'avais également acheté un lot de 3 Pléiades dédiées à des poètes, l'une étant une anthologie de poésie espagnole pour 40 €. Des cadeaux personnalisés qui font plaisir, avec des livres qui se transmettent de bibliothèque en bibliothèque à travers les mains de passionnés de lecture. Objet fréquent, les volumes de la Pléiade sont souvent proposés aux enchères en lot, parfois d'une vingtaine d'ouvrages et ce à des prix très attractifs. Sur Interenchères, j'ai repéré plusieurs ventes. Le 3 avril 2024, à 14 h, l'hôtel des ventes de Montpellier-Languedoc propose par exemple un lot de 21 volumes de la Pléiade pour une mise à prix de 80 à 120 €, et provenant d'un hôtel particulier. Le lendemain, 4 avril, une suite de volumes de la Pléiade est proposée pour 50 à 80 € à Saint-Cloud, chez Le Floch. Et sur Drouot, il est très fréquent de trouver sur les ventes 100% online, présentées à la manière d'eBay, des ventes de livres où les volumes de la Pléiade ont souvent une mise à prix unitaire de 10 à 15 €. Un petit prix pour avoir un volume d'une collection mythique chez soi. Cette collection fait partie à part entière de la culture littéraire. Elle devient même instrument de pouvoir à forte symbolique. On peut songer au portrait d'Emmanuel Macron de 2017, pris par Soisig de la Moissonnière. Il fait figurer des Pléiades dans ce portrait. On y voit les mémoires de guerre de Charles de Gaulle, les nourritures terrestres d'André Gide et le rouge et le noir de Stendhal. J'aime souvent finir par une citation. Pascal Lenoir, directeur de la production de Gallimard, nous explique que, je cite, « Le lecteur de la Pléiade s'attend à ce que son volume acheté en librairie soit parfait. » On le voit aux enchères, les objets parfaits à nos yeux, voire prestigieux, sont à portée de main. Et il est intéressant de voir que ces objets accessibles à tous portent toujours en eux de nombreux savoir-faire et des processus artisanaux très complexes et précis, comme en témoignent les livres de la Pléiade ou le carré Hermès. Le prix de la perfection ne se compte pas en enchères de 6 chiffres ou plus. Bien souvent, les objets devenus mythiques dans nos cultures sont paradoxalement très courants et accessibles à toutes les bourses. Cet épisode vous a-t-il donné des idées de cadeaux à soi ou pour les autres ? Vous pourrez facilement trouver des Pléiades en lot aux enchères à des prix attractifs. Omniprésentes dans les inventaires, les bibliothèques en disent long sur les goûts, les idéaux et les passions du propriétaire. À l'affût des perles rares, le commissaire-priseur côtoie avant tout ces objets du quotidien, objets intimes et révélateurs de la personnalité de ses possesseurs. Tous ces objets pourront très facilement se retrouver chez vous pour quelques dizaines d'euros au marteau. Et je ne peux que vous encourager à vous aventurer dans une salle des ventes proche de chez vous ou sur les plateformes Drouot et Interenchères. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à plonger dans vos placards en quête de symboles de la petite histoire. Partagez-moi vos trouvailles qui pourront qui sait faire l'objet d'un prochain épisode. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et à le relayer sur vos réseaux sociaux. Vous
pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur Spotify et sur YouTube, à travers la chaîne Objectum Commissaire-Priseur. Et pour échanger, je vous invite à me suivre sur la page Instagram hdb.cp.